Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, pour vous accompagner dans l'utilisation de vos ordinateurs, tablettes et smartphones, les caisses d'allocation familiale, en partenariat avec le Clémy, ont créé une nouvelle série télévisée. Ça s'appelle La famille tout écran et on va avoir un premier épisode ensemble tout à l'heure. Elle a une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de cette émission. Jeanne, on entame cette rentrée scolaire en musique avec vous, puisque vous allez nous parler des dernières avancées de l'intelligence artificielle dans le secteur et la manière dont les professionnels, justement, vont s'adapter pour marquer la différence, c'est ça? Absolument. Fin août, YouTube et Universal Music s'associaient pour prendre le train de l'IA en marche, et ce, dans le respect du droit des auteurs. C'est l'occasion de revenir sur les dernières actus de la tech dans l'industrie musicale. On va faire ça ensemble. Et puis, il est moqué par certains géants de la tech, comme Elon Musk. Encensé par des partisans de la crypto-monnaie, le Web3 déchaîne les passions. Vous en avez sans doute entendu parler. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça va vraiment changer dans nos vies? On en parle tout de suite avec notre invité Jérémy Giraud. Il est entrepreneur, consultant Web3, auteur du livre Le Web3 pour tous, comment l'Internet de demain va révolutionner votre vie et le monde. C'est tout de suite, juste après ça. Je disais en introduction, c'est donc une série utile et efficace qui a pour objectif de prévenir les familles contre les risques de l'usage un peu excessif des écrans, les informer, les accompagner. C'est justement aussi tout le but de la série La famille tout écran, et on va regarder tout de suite un épisode ensemble. Tu as gagné les cornes d'or! Ouais, super! Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin, on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez, vous amusez. J'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là! Vous l'avez compris? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors, jouez aussi sans moi. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Eh ben voilà! Ça fera très bien l'affaire, ça. Non, 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 non! Imaginez maintenant un Internet où vous avez plus de contrôle, où vos transactions sont sécurisées et où votre vie numérique vous appartient à vous. C'est justement ce que promet le Web3, cette nouvelle technologie et la prochaine évolution d'Internet. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Comment cette nouvelle vision d'Internet, cette nouvelle version aussi, pourrait-elle impacter la société dans son ensemble? On en parle tout de suite et on ouvre le talk, première partie. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, on a l'immense chance de recevoir Jérémy Giraud. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ça va, vous êtes en forme? Très bien, et vous? Bon, ça va très bien, merci. Vous êtes entrepreneur, consultant Web3 et puis auteur de ce livre, Le Web3 pour tous, comment l'Internet de demain va révolutionner notre vie et le monde. On l'a compris, ces définitions et applications sont nombreuses. On dit d'ailleurs qu'elles sont tellement nombreuses qu'elles pourraient un peu ressembler au sac de Mary Poppins, une sorte de fourre-tout, mais vous allez nous expliquer tout ça parce que c'est justement l'objet de votre livre, le Web 3. C'est qu'il y a eu un Web 2 et un Web 1 avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce nom et pourquoi ces évolutions? Oui, tout à fait. Disons que l'Internet a démarré par ce qu'on appelle le Web 1. Le Web 1, finalement, c'est l'Internet qu'on pourrait appeler statique, c'est-à-dire, disons, la période qui va des années 90 au début des années 2000. À ce moment-là, on avait simplement des pages sur lesquelles on pouvait lire des informations. C'était les premiers navigateurs web. Finalement, c'était des contenus qui n'étaient pas très dynamiques, mais c'était déjà une révolution parce qu'on pouvait, sur ordinateur, mettre en ligne des informations sur des sites, etc. Et puis, on a eu un Web 2, qui est celui, finalement, dans lequel on vit toujours aujourd'hui. Depuis, disons, le milieu des années 2000, c'est le web des fameux GAFAM. Donc, sur ce web, on peut créer du contenu
Alors au début, ça a été du texte, les fameux blogs, Wikipédia. Et puis derrière, on a eu les images avec Instagram et puis les vidéos avec YouTube, TikTok, Instagram aussi avec les Reels. Et, donc la communauté en fait, l'avènement de la communauté dans le Web 2, c'est ça? Les réseaux sociaux aussi? C'est la possibilité pour chacun de créer facilement du contenu et de le diffuser sur Internet, ce qui n'existait pas avant. Disons que dans le Web 1, il y avait un coût à l'entrée qui était très important. Si on voulait mettre en ligne ne serait-ce qu'un site internet, il fallait acheter des serveurs, il fallait savoir coder par soi-même. Donc c'était vraiment réservé à une élite de personnes qui avaient les compétences techniques. Et aujourd'hui, n'importe qui, via des logiciels pré-créés, peut mettre en ligne des sites sans avoir aucune connaissance technique, créer des images, des vidéos. Ça, c'est vraiment le Web 2 dans lequel on baigne aujourd'hui. Et le Web 3, alors, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies par rapport au Web 2? Alors le Web 3, c'est la nouvelle frontière. C'est la frontière de la propriété. En fait, ce qu'on dit dans le Web 3, c'est que chacun va pouvoir avoir la capacité d'être propriétaire de ses données, de sa navigation, de ce qu'il fait sur Internet. Finalement, c'est la traduction de ce qu'on vit tous les jours dans la vie physique. Aujourd'hui, chacun est propriétaire peut-être d'un logement, d'objets chez soi, etc. Mais sur Internet, on est finalement utilisateur. Et tout ce qu'on fait, toutes nos données sont captées par les géants du web. Donc chez nous, c'est les géants américains, mais en Chine, c'est les géants chinois. Et finalement, on n'a pas la propriété de ces données. Et ces géants-là finalement construisent leur business sur l'économie de l'attention et sur la captation de ces données. Donc le Web 3, c'est la fin de ce modèle. Et c'est l'émergence d'un nouveau monde qui est celui de la décentralisation de la propriété. La propriété, c'est pas juste pour quelques géants, mais c'est finalement pour tous. Concrètement, le Web 3, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies, à vous et à moi, par exemple, à celle de Jeanne aussi? Vous parlez de la propriété, mais concrètement, comment ça va se passer? Alors, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, on est dans une phase assez précoce du Web 3. La plupart des analystes s'accordent pour dire qu'on est à peu près dans la phase je dirais de l'Internet de fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire qu'on a plein d'innovations dans tous les sens, on a plein de créations, plein de nouveaux modèles, mais donc on est un peu dans cette phase de foisonnement. D'ailleurs, on l'a vu ces derniers mois, on a eu une phase de curation, de tri entre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les premiers, cas d'usage forts, ils sont paradoxalement plutôt dans le monde des entreprises, des organisations en général, et moins dans le monde grand public, pour l'instant. On a eu quelques cas, quand même, d'usage grand public. Je pense notamment à Sorare. Justement, Sorare, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Sorare, c'est, aujourd'hui, quelques chiffres, c'est la plus grosse licorne de la French Tech aujourd'hui. C'est une valorisation de plusieurs milliards d'euros. Sorare, c'est un jeu de fantasy football qui permet à des fans de foot d'être propriétaires des cartes des joueurs qu'ils utilisent. Finalement, c'est les cartes Panini que les jeunes fans de foot utilisaient à l'école, mais digitalisées et mis dans un jeu vidéo. Donc c'est comme si on jouait finalement à FIFA, un jeu en ligne avec des équipes, mais où les performances des joueurs sont calquées sur celles des vrais joueurs dans la vie réelle. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les NFT? Alors oui, tout à fait. Ouais. On peut dire qu'une carte d'un joueur sur Sorare est un NFT. Et un NFT, si on essaye de vulgariser justement la notion, qu'est-ce que c'est? C'est justement ces titres de propriété virtuelle dont vous parliez tout à l'heure? Tout à fait. Un NFT, c'est une forme de propriété. Et c'est une propriété qu'on dit unique. NFT, c'est non-fungible. Non-fungible, c'est non-fongible. Donc fongible, c'est par exemple une pièce d'1 euro. Une pièce d'1 euro, toutes les pièces d'1 euro sont les mêmes. Mais un objet qui est non-fongible, c'est un objet qui est non reproductible. Par exemple, 2 tables sont non fongibles, puisqu'elles peuvent avoir des couleurs différentes, des marques différentes, etc. etc. Quand on parle du Web 3, on parle aussi beaucoup de crypto-monnaies, de métavers. Est-ce que je m'y trompe ou est-ce que ça y ressemble aussi? Ça fait partie du même univers. Je dirais que les crypto-monnaies sont une application beaucoup monétaire de la révolution du Web 3. Donc les crypto-monnaies, c'est une volonté de mettre dans les mains des citoyens le contrôle de la monnaie et de ne plus le laisser simplement aux banques centrales et aux États. Le métavers, c'est un peu différent. Le métavers, ça peut être du Web3, comme ça peut ne pas être du Web3. Par exemple, Facebook a lancé son métavers. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de le terminer, parce que ça ne marche pas très bien. Le métavers de Facebook, ce n'était pas du tout du Web3. C'était exactement le même modèle que ce que fait Facebook aujourd'hui. Simplement, au lieu d'aller sur une application mobile ou sur un site Internet, l'idée, c'était de prendre un casque de réalité virtuelle et d'aller dans des endroits imaginaires où on pourrait retrouver ses amis. Donc ça, c'est le métavers. Ça peut être du Web3 si, disons que les participants sont propriétaires
de celui virtuel, mais ça peut ne pas l'être. C'est justement toute cette différence. Vous parlez aussi beaucoup dans votre livre de blockchain. Voilà un mot un peu obscur. Est-ce que vous voulez bien nous en parler aussi? Parce que je crois que c'est très lié aussi à cette nouvelle évolution d'Internet. Oui, tout à fait. Alors, la blockchain, c'est l'instrument technique qui permet au Web3 d'exister. Sans blockchain, il n'y a pas de Web3. Et la blockchain, c'est disons une sorte de grande base de données. Disons, c'est comme un grand carnet. Mais où chacun finalement aurait un exemplaire. Et dans ce carnet, on aurait tout l'historique de tout ce qui s'est passé sur des services qui sont liés à cette blockchain-là. Ça nécessite, j'imagine, beaucoup de régulation aussi de ces nouveaux outils. Alors oui, le sujet de la régulation est un gros sujet dans l'écosystème. Mais je dirais d'ailleurs dans tous les secteurs propres à l'innovation, il y a toujours une tension entre innover, créer, et en même temps, qu'est-ce que permet le régulateur ? Qui dit innovation dit nouveaux usages, qui dit nouveaux usages dit besoin de réglementation, etc. Donc le Web3 n'échappe pas à cette... Moi j'ai juste une question. Qui est-ce qui a créé les monnaies virtuelles? Qui est-ce qui est à l'origine de l'Ethereum, de telle autre chaîne? Et est-ce que le créateur, s'il y en a un, profite ou pas de son invention ou absolument pas? C'est totalement décentralisé? C'est une très bonne question. Monsieur Ethereum. Alors, les monnaies, ces monnaies virtuelles sont... alors, ça dépend. Il y en a qui ont été créées par une seule personne. Il y en a qui ont été créées par des entreprises. Il y en a qui ont été créées par des collectifs, des groupes de hackers. Je dirais que les plus connus, donc on pense notamment à Bitcoin, ça a priori été créé par un groupe de personnes derrière un pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Pour Ethereum, en revanche, ça a été créé par une personne à l'origine, qui d'ailleurs travaillait sur le projet Bitcoin quelques années auparavant, et qui s'appelle Vitalik Buterin. Donc on voit qu'il y a différents modèles. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut créer sa blockchain et puis quelque part sa crypto-monnaie aussi? Alors n'importe qui peut le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que finalement cette création de monnaie virtuelle se matérialise dans la vie réelle, parce que c'est bien beau de créer une monnaie, mais il faut qu'elle serve à quelque chose, il faut que des gens en aient besoin, donc on l'achètent. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont créé leur monnaie entre guillemets pour s'amuser en voyant comment ça se passe par curiosité. Et puis d'ailleurs, ces monnaies sont tombées en désuétude parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de cas d'usage. Vous dites justement que le Web3 est plus transparent et plus juste que les précédentes versions du Web qu'on a pu utiliser ou qu'on utilise aujourd'hui. En quoi est-il plus transparent, plus régulé justement? Alors, juste un mot, je ne dis pas vraiment qu'il est plus juste et plus transparent. Je dis que c'est sa philosophie et c'est ce qu'il cherche à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une immense marge d'amélioration entre la philosophie du Web3, les valeurs qu'il prône, et la réalité concrète des entreprises qui le portent aujourd'hui. Mais je dirais que dans la philosophie du Web3, toute la propriété, toutes les transactions doivent être publiques. Donc finalement, il ne doit pas y avoir d'écart entre finalement entre la production et la consommation. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise. Il y a une réalité interne à mon entreprise que seul moi connais complètement. Ensuite, partiellement, mes salariés. Et le monde extérieur, entre guillemets, mes clients, ils ont un accès, ils ont l'accès que je leur donne. C'est-à-dire, en fonction des informations que je décide de donner ou que mes employés décident de donner, les clients ont plus ou moins d'informations. Et puis, il y a quelques informations légales, financières, qu'on peut récolter au tribunal de commerce, etc. Mais il y a aujourd'hui une opacité entre l'interne et l'externe. Eh bien, le Web3, c'est une volonté d'ouvrir ce champ-là. C'est l'idée de dire, finalement, cette frontière qui existe entre les consommateurs, les producteurs, entre les clients et les fournisseurs, cette frontière, elle doit, sinon totalement disparaître, du moins être fortement gradée. Et donc, on doit pouvoir permettre à, par exemple, des personnes qui sont des clients extrêmement actifs, fans du projet, d'avoir un rôle beaucoup plus important à l'intérieur de l'entreprise. On doit vraiment penser finalement les organisations comme des écosystèmes et beaucoup moins comme simplement des entreprises ou des associations qui travaillent de manière très verticalisée et qui derrière délivrent un service ou un produit à leurs utilisateurs. Merci beaucoup Jérémy. On va continuer à en parler justement, à ouvrir cet univers des possibles dans le Web3 et puis on va parler aussi de son impact sur l'éducation. On continue d'en parler dans un instant, mais d'abord on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
10 años, ¿qué me compro? ¿Cuál se me ve mejor? ¿Estos? 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 No, los de arriba, güey. ¿Cuáles? ¿Estos? Sí, esos, güey. Mira, güey, si le quedan a todo fit. What? No, I think there's a picture. Oh, they're not alive. Email or text. Et on évoquait ensemble, avant le Zap, l'essor du Web3 et puis sa différence avec les premières versions d'Internet qu'on a connues, ses implications dans notre vie quotidienne aussi. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Merci encore Jeanne d'être avec nous et bienvenue à nouveau sur ce plateau. Vous allez nous parler de musique et d'intelligence artificielle. Vous allez nous montrer que le progrès dans le domaine musical n'a absolument rien à envier, je crois, à tout ce qu'on a pu voir dans la génération d'images avec notamment Midjourney ou Dall-E. Si bien que fin août, je crois que je sais même que deux géants, YouTube et Universal, se sont associés pour créer un incubateur d'intelligence artificielle qui fait valoir le droit de leurs artistes. Absolument. Cet été, sur les réseaux, sont apparus en nombre des contenus musicaux générés par intelligence artificielle, souvent associés à des promesses publicitaires alléchantes qui proposent d'utiliser ces créations comme un nouveau gagne-pain, grâce aux revenus du streaming. Des morceaux faits sur des sites comme Boomy, Voicify ou Aiva qui permettent de faire de la musique et tout à la fois l'économie d'un diplôme du conservatoire. Alors, à quoi ressemblent ces productions? Elles sont aussi variées que leurs auteurs, mais ce qu'elles ont d'original, c'est qu'elles peuvent associer des univers qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Imaginons le tube d'Aqua, I'm a Barbie Girl, mélangé avec Johnny Cash, sorti évidemment opportunément autour du film de Greta Gerwig. Eh bien, ça donne ça. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Alors d'autres morceaux cachent un peu moins leur nature de blague. Autre buzz de l'été, un morceau de Eus, l'enfoiré et de Gazo qui a été chanté par une version ultra truquée, c'est comme ça qu'on dit deepfake en canadien, de la voix de la chanteuse Angèle, version qu'elle a entendue et qu'elle s'est réappropriée. On regarde. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée, elle boit du... Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. Alors le tube IA a tellement plu qu'il est parfois préféré au morceau original de Eus et de Gazo. Et quand il est diffusé en boîte, eh bien, il a vraiment l'intérêt d'enflammer le dance floor. On regarde. Je veux rester encore un peu, mais t'as mouillé tout le pied. Je veux pas que tu tombes amoureuse. Tu as assez de l'or, le crédit card, l'argent d'amour.
Mais alors, comment s'y retrouvent les artistes? Vous avez parlé notamment d'Angèle, notamment en matière de droits d'auteur. Est-ce qu'il existe déjà des régulations? Eh bien, alors les morceaux dont on parle sont sortis cet été et le 21 août, le CEO de YouTube, Neil Mohan, annonçait qu'il signait un accord pour le moins important avec la plus grosse major de l'industrie musicale, Universal Music, pour, je cite, adopter avec audace cette technologie avec un engagement continu en matière de responsabilité. Alors, je traduis, Universal ne compte pas voir ses royalties court-circuitées par les internautes dans le pays du Far West de l'IA, d'autant que si l'on en croit une enquête publiée en mai par le Financial Times, eh bien, il s'agit de 100 000 nouveaux morceaux par jour faisant appel à l'IA qui sont publiés sur Spotify. Donc, en quoi va consister ce partenariat YouTube et Universal? Il s'agit, selon le blog officiel, de créer un incubateur IA. C'est mi-groupe de réflexion, mi-pool d'artistes qui sont prêts à voir leur identité vocale et artistique utilisée par des réseaux récursifs de neurones. Parmi eux, on peut compter Anita, Juanes, Björn Ulvaeus, l'esthète de Frank Sinatra. Tous veulent accompagner les progrès de l'IA pour ne pas en être les victimes, mais aussi en comprendre les opportunités afin potentiellement de les intégrer à leur processus créatif. Et alors justement, est-ce qu'on y comprend quelque chose à ces technologies quand on n'y est pas spécialiste? Eh bien, alors, il faut déjà vraiment considérer qu'il y a énormément de possibilités et d'applications de l'IA en matière musicale, mais j'en garderai seulement deux. Il y aurait ce qu'on appelle le masque vocal, c'est ce qu'on entendait avec Angèle ou avec Johnny Cash. Pour ça, en fait, on va nourrir une IA avec un nombre représentatif d'échantillons de la voix cible, celle d'Angèle ou de Johnny Cash. Dans un deuxième temps, un interprète va chanter la nouvelle chanson. Et puis, dans un troisième, la voix sera transformée pour aller vers la voix cible de la célébrité, Johnny Cash ou Angèle. Pour ce qui est de l'aspect purement génératif, parce qu'il y a aussi ça, on peut demander à une IA de créer des compositions. Disons qu'on a le début d'une chanson et on veut lui demander d'inventer la suite. Eh bien là, les choses se compliquent. J'ai interrogé un expert français pour y voir un peu plus clair. Il s'agit de Jean-Louis Giavito. Il est directeur de recherche au CNRS et à l'IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique musique. On l'écoute. Quand on parle d'IA générative, une des grandes méthodes, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que fait votre téléphone quand vous faites des SMS. En fait, il enregistre les messages que vous avez déjà écrits et donc quand vous tapez sur un mot, il peut vous proposer le mot le plus fréquent qui arrive après. On va remplacer les mots par des notes, par exemple. Et donc, pour produire une seconde de son, il faut 44 000 échantillons. Et donc, en fait, les systèmes qu'on a actuellement mangent ça en entrée. Et quand ils ont un échantillon, ils prévoient l'échantillon d'après, donc un 44 millième de seconde après pour générer le son. Alors, chaque prévision de la note suivante se passe sur un 44 millième de seconde. Bref, ce sont des capacités donc de mémoire et de calcul qui sont élevées, mais avec de bons logiciels, comme par exemple celui qui s'appelle Drumnet, qui est développé par le lab de Sony et qui permet de générer des percussions. Et bien, ça va permettre à un musicien de pouvoir, à partir, mettons, d'une piste vocale, choisir ensuite parmi un nombre de propositions de percussions données par la machine et ensuite de pouvoir les modifier. Et ensuite, donc, de pouvoir l'accompagner dans tout son processus de création et de recherche pour sa production musicale. Donc, on le voit avec vous, Jeanne, les intelligences artificielles, au-delà des trucages, peuvent aussi être des partenaires créatifs pour les artistes. Est-ce qu'il y a justement des applications dans d'autres domaines? On peut penser notamment au cinéma ou à la publicité qui utilisent de la musique? Absolument. Et notamment à propos de l'adaptativité d'une musique, adaptativité notamment aux images animées que la musique peut accompagner, donc dans la pub ou dans le ciné. Imaginons qu'on ait qu'on ait pour une pub une version courte et une version longue, la musique pourrait s'adapter automatiquement à ces différents contextes sans l'intervention humaine. On peut aussi imaginer que les goûts musicaux de l'utilisateur, de celui du spectateur et de l'utilisateur, donc, voir son pays où il habite, le pays où il habite, influe sur la musique d'une pub ou du film qu'il est en train de regarder. Et il est aussi question de faire des musiques, attention, qui s'adaptent en temps réel au corps de celui qui l'écoute. Imaginons le rythme d'une musique qui s'adapterait au rythme cardiaque d'un sportif qui serait en train de faire son jogging. Ça pourrait donc le motiver à certains moments un peu actifs ou le ralentir selon ses propres objectifs. Ça, il faudra en fait suivre les évolutions d'Apple qui en fait a acheté l'année dernière une start-up d'IA qui s'appelle AI Music et qui pourrait bien donc gonfler ses services de Apple Fitness. Je pourrais bien évidemment continuer, et notamment à propos des contenus musicaux qui pourraient être adaptés dans les jeux vidéo
vidéos à l'utilisateur ou dans les expériences immersives, mais j'en garde pour plus tard. Et donc en attendant que les States de Johnny Cash rejoignent l'incubateur d'IA de Universal, écoutez ces classiques dans tout le bon respect du droit d'auteur qui lui incombe. Évidemment, merci beaucoup en tout cas Jeanne pour cette chronique absolument passionnante. Et puis on va continuer de parler d'éducation, nous, et de Web3 juste après ça. Et donc on va continuer à vous emmener à la recherche des manières dont le Web3 pourrait influencer justement l'éducation en France et puis ailleurs. Tout un tas d'opportunités à la fois pour les élèves et pour les enseignants. On en parle avec Jérémy Giraud, l'auteur du livre Le Web3 pour tous, comment l'Internet de demain va révolutionner votre vie et le monde, toujours en plateau. On a parlé dans la première partie de manière un peu générale de comment le Web3 allait changer nos vies de manière très concrète. Qu'en est-il de l'accès aux connaissances, de l'éducation? Est-ce que vous voyez déjà un impact aujourd'hui, Jérémy Giraud? Alors aujourd'hui, on est dans une phase encore assez précoce sur le thème de l'éducation. Je dirais que les secteurs qui ont été les plus impactés, c'est avant tout le secteur financier, tous les secteurs liés à la compliance, au légal. Et sur l'éducation, on a déjà des initiatives qui sont intéressantes, mais on est, disons, un peu plus tôt. Ce qu'on voit néanmoins, c'est qu'il y a, disons, quelques dynamiques qui reviennent. La première, c'est la création de jeux, en fait, l'usage de la gamification pour inciter les élèves, notamment en primaire ou au collège, à être plus actifs pour apprendre certaines matières. Parce que la nouvelle génération apprend différemment que la dernière, vous pensez, avec le Web3 ? Oui, tout à fait. Alors, je pense que le Web3 contribue parce qu'il change complètement la manière d'avoir des récompenses en matière de gamification. Tout le principe de la gamification, c'est je récompense l'utilisateur, l'apprenant, en lui donnant une carotte qui va l'inciter à continuer à jouer et à apprendre. Le souci, la limitation avec le Web 2, disons, c'est que cette récompense, elle est abstraite. On va gagner des points sur un jeu, on va gagner, que sais-je, des quêtes, peu importe. Le Web 3, on peut donner des récompenses beaucoup plus concrètes. On peut, par exemple, nouer des partenariats avec des théâtres, des cinémas, des librairies et automatiquement, dans l'application, permettre aux élèves d'avoir tout de suite des récompenses qui sont factuelles, en dur, ancrées, qui ne sont pas de la théorie. Et donc, ça a un rôle beaucoup plus fort pour démultiplier l'envie d'apprendre. Est-ce que demain, la formation professionnelle aussi va changer? Est-ce que pour passer un diplôme d'électricien ou de plombier, on va pouvoir faire ça avec un casque virtuel? Est-ce que ce n'est pas non plus opposer deux mondes? C'est une très bonne question. Alors, on voit aujourd'hui déjà que la réalité virtuelle est utilisée dans la formation professionnelle. Je pense par exemple au métier de la conduite. Vous savez, aujourd'hui, il y a un gros problème de main-d'œuvre dans le transport ferroviaire. On a besoin de recruter des conducteurs. Et en général, c'est des profils qu'on va chercher chez des jeunes qui sont en CAP à 15-16 ans et qui souvent n'ont pas le permis. Parce que pour devenir conducteur, il faut d'abord avoir le permis B et ensuite passer le permis, notamment si on veut devenir conducteur de bus. Et donc, c'est une vraie problématique. C'est mieux. Et donc, c'est une vraie problématique, en fait, pour la RATP, la SNCF, Keolis, Transdev, toutes les entreprises de transport. Et donc, aujourd'hui, il y a déjà des cursus qui sont mis en place avec de la réalité virtuelle, avec des casques, pour commencer à donner envie aux élèves et commencer à leur donner des compétences le temps, entre guillemets, qu'ils aient l'âge requis pour passer le permis B. Vous avez, je crois, créé votre propre école en ligne, Sator. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi et que vous mettez en place auprès de vos élèves ? Alors, on est encore un peu tôt pour la réalité virtuelle. Pour l'instant, nous, on est sur une autre forme d'innovation. Et l'innovation, chez nous, elle est avant tout éditoriale. C'est-à-dire que Sator, pour présenter très rapidement, c'est un organisme de formation qui propose des masterclass en vidéo incarnés par des personnalités très reconnues, des experts, sur toutes les tendances à venir. Donc on va avoir la tech, on va avoir l'écologie, on va avoir les soft skills. Donc concrètement, c'est une formation de 10 heures, par exemple, faite par exemple, une grande expert sur le climat, en vidéo, un peu sous un format Netflix, avec derrière une communauté de diplômés. Donc on rejoint quand même une dimension un peu plus proche du Web3. Donc on innove sur un plan éditorial et sur un plan du format, mais on n'est pas encore au stade de la réalité virtuelle. Merci infiniment en tout cas, Jérémy, pour vos éclairages. On l'a vu avec nos invités, le Web3 est porteur d'espoir. Il doit encore aussi faire ses preuves. On a hâte de voir tous ces développements, notamment dans le secteur de l'éducation. Je voudrais également remercier évidemment Jérémy Giraud d'avoir été notre invité aujourd'hui
aujourd'hui et puis notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur.